Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, on continue encore la série de la lecture de mon livre, la partie 7, si je ne m'abuse. Très intéressant encore une fois. Sans plus tarder, on commence. Il pleut dehors, je sais pas si vous voyez. Il pleut en tabarouette, donc c'est une bonne journée pour faire ça. Alright, on commence. Alors, chapitre suivant, écologie. On pollue leur environnement, on la détruit, on l'exploite et la cerise sur le gâteau est qu'on les mange en plus de ça. Voici quelques faits en rafale tirés d'un documentaire pour vous faire voir l'état de la gravité de la situation que notre mode de vie d'humain fait comme répercussion. L'agriculture animale est responsable de 18% des gaz à émissions de serre, soit plus de tous les réseaux de transportation combinés ensemble. Les émissions qu'engendre l'agriculture sont estimées qu'en 2050, elles auront augmenté de 80% au total. Le méthane causé par les animaux est 25 à 100 fois plus destructif que le CO2 sur une échelle de long terme, soit 20 ans. Les vaches produisent 150 milliards de gallons de méthane par jour. Réduire les émissions de méthane aurait des bénéfices presque immédiats à court terme. L'agriculture est responsable de 80 à 90% de la consommation totale d'eau aux États-Unis. 9463 litres d'eau est nécessaire pour produire une livre de bœuf. 1805 litres d'eau est requis pour produire une livre d'œuf. 3785 litres d'eau est nécessaire pour produire 3,78 litres de lait. Le bétail et les produits alimentaires destinés au bétail occupent le tiers de la superficie de la Terre habitable qui n'a pas de glace en parenthèse. L'agriculture animale est la principale cause des espèces en voie d'extinction, de la zone morte océanique, de la pollution des eaux, ainsi que la destruction des habitats. Le tiers de la planète est désertifié comme principale cause de la surexploitation des sols destinés aux animaux. Une ferme avec 2500 vaches laitières produit la même quantité de déchets qu'une ville de 411 000 habitants. 75% des points de pêche principaux sont exploités ou épuisés. 90 à 100 millions de tonnes de poissons sont tirées des océans à chaque année. Pour chaque une livre de poissons pêchés pour l'industrie, jusqu'à 5 livres de poissons non désirés sont capturés et jetés. Les scientifiques estiment que près de 650 000 baleines, dauphins et de faucidés sont tués chaque année par les bateaux de pêche. L'agriculture animale est responsable jusqu'à 91% de la destruction des Amazones. Jusqu'à 137 plantes, animaux et insectes sont perdus chaque jour à cause de la destruction des forêts tropicales. 80% des antibiotiques vendus aux États-Unis sont destinés au bétail. En ce moment, nous faisons pousser assez de nourriture pour nourrir 10 milliards de personnes. 50% des grains cultivés sur la terre sont destinés à nourrir le bétail. 82% des enfants affamés dans le monde entier vivent dans des pays où la nourriture qu'ils font pousser dans leur pays sont destinés aux animaux et les animaux sont mangés par les pays occidentaux, soit Amérique du Nord, Europe et Océanie. Pour les sources de ces faits-là, je vous invite à aller voir le site internet cowspiracy.com/fact. 70% des terres en Amérique latine sont déboisées dans le seul but de devenir un terrain pour l'élevage des animaux. Ce qui nous amène à dire que pour 1 kg de viande, on a en moyenne besoin de 50 mètres carrés de forêt vierge arrachée et de 20 000 litres d'eau. Si l'on prend en comparaison le blé, qui ne nécessite que 900 litres d'eau pour 1 kg, en plus, cela fait l'équivalent en pollution d'une voiture moyenne faisant la distance de 250 km. 370 000 vaches par jour au Québec amènent 220 millions de litres de méthane et qui donnerait l'équivalent de 29 600 voitures qui ferait l'équivalent Québec-Montréal chaque jour.
Imaginez ce chiffre à l'échelle mondiale et poussez votre imagination encore plus loin qu'au niveau mondial, mais aussi annuel. La quantité d'excréments que l'industrie animale apporte pourrait remplir des villes entières comme Tokyo, Londres, New York ou Berlin. Ça n'a aucun sens comment la Terre mange une claque dans la figure au niveau pollution. En fait, c'est 18% de pollution que nous dégageons en exploitant les animaux comme nous le faisons depuis des décennies. L'industrie est plus polluante que tous les réseaux de transport ensemble, ce qui comprend les voitures, les camions de marchandises, les trains, les bateaux et ça inclut même les avions. Régler le problème de voitures qui consomment de l'essence est une chose, mais elle n'est pas assez grande pour changer radicalement l'état malade de la Terre. Ce que nous devons faire, c'est s'attaquer directement à l'industrie la plus polluante, c'est-à-dire l'industrie et l'élevage des animaux. Ne plus en consommer changerait totalement les données que nous avons présentement au niveau de la pollution mondiale et tout ce qui s'y attache. L'activité agricole génère 30% des émissions de méthane et d'entre eux, 75% des émissions sont grâce à l'exploitation d'origine animale, entre parenthèses vaches. Le méthane est d'ailleurs plus dangereux que le dioxyde de carbone et il participe également au réchauffement climatique. Consommer une alimentation végétalienne réduit plus notre empreinte en dioxyde de carbone annuellement que d'opter pour une voiture normale à une voiture hybride. C'est temps que ça l'arrête. Produire une livre de bœuf prend 9 livres de céréales et 15 000 litres d'eau qui se compare à une piscine à moitié pleine de 15 pieds de diamètre et 6 pieds de profondeur. Donc pensez-y lorsque vous commandez le quart de livre au restaurant de fast-food. Pour produire 3,8 litres de lait, il nécessite 1000 fois plus d'eau pour pouvoir le produire, ce lait. L'eau que nous utilisons à la maison équivaut à 5%, ce qui comprend les douches, laver la vaisselle, nos voitures et l'eau utilisée pour le ménage de la maison. Comparativement à 55% de l'eau pour l'agriculture animale du total d'eau consommée aux États-Unis. La consommation totale des humains sur la Terre à chaque jour ont besoin de 5,2 milliards de gallons d'eau, comparativement à juste les vaches qui en ont besoin de 45 milliards de gallons. Calcul rapide, c'est 8,5 fois plus que nous les humains. Pour ce qui est du volet nourriture, nous avons besoin de 21 milliards de livres de nourriture par jour, comparé aux vaches de 135 milliards, soit 6,4 fois plus que les humains. Ce n'est pas un problème de vaches ici que l'on parle, c'est un problème des humains et de la demande trop intense pour les produits laitiers et la viande qui se rattachent aux vaches. Le simple fait d'utiliser cette eau pour nourrir des animaux qu'on a mis au monde pour quelques années, voire mois, quelquefois, quand plusieurs pays ont de la misère à avoir de l'eau dans la vie de tous les jours, me dégoûte au plus haut point. Tout ça mis ensemble fait en sorte que l'agriculture animale est la cause numéro 1 dans les causes qui contribuent le plus au changement climatique que nous avons. Comment est la question? Je vais vous expliquer le processus brièvement. Tout d'abord, il faut aménager le terrain pour faire pousser la nourriture pour nourrir les animaux, ce qui amène la destruction de forêts et ainsi pouvoir faire la plantation de nourriture. Ensuite, il faut arroser d'eau les aliments destinés aux animaux pour les faire pousser. Troisièmement, il faut récolter cette nourriture à l'aide de machines industrielles. Par la suite, il faut transporter les grains aux fermes où les animaux sont tenus prisonniers. Il faut garder à l'esprit que l'on a besoin d'énergie en électricité et en carburant pour réparer ces fermes. Mis à part la nourriture que l'on donne aux animaux, il faut bien les faire boire, donc des millions de litres d'eau sont utilisés annuellement à l'échelle mondiale. Entre parenthèses, les vaches seulement consomment l'équivalent de 185 litres, voire même plus par jour à elles seules. Après quelques années, nous devons transporter les animaux à leur cimetière, c'est-à-dire l'abattoir si vous préférez, encore une fois par camion. Bien sûr, il faut opérer les abattoirs avec, encore une fois, l'électricité et autres sources pour bien les faire fonctionner. Finalement, nous devons transformer la viande et les produits animaliers
avec d'autres produits qui nécessitent d'autres ressources comme les cartons, le plastique, l'électricité, qui eux aussi ont dû passer par un processus tout autant polluant. Par après, il faut transporter les morceaux d'animaux transformés dans les magasins avec des véhicules lourds et très énergivores pour ensuite les transporter dans notre demeure. Stade final, il faut les faire cuire en utilisant, en parenthèse encore, des ressources comme l'électricité, le propane ou des planches de bois pour allumer un feu. Par-dessus ça, les animaux produisent du méthane quand ils font un rot ou une flatulence et respirent. Vu comme ça, imaginez à l'échelle planétaire comment nos simples habitudes culinaires empoisonnent les ressources de la Terre et la polluent du même coup en réduisant son espérance de vie de la même façon que la nôtre. Bien sûr, certaines étapes pour la production d'aliments végétaux nécessitent également les mêmes étapes que celles énumérées un peu plus haut. Par contre, elles sont sans aucun doute moins dommageables sous bien des chapitres comparativement aux aliments de source animale. Il faut garder à l'esprit que de plus en plus que la Terre sera âgée, de plus en plus que le peuplement de la Terre augmentera, et ce phénomène augmentera également si nous ne changions pas. La courbe de croissance sur Terre augmente d'année en année. Si nous considérons qu'en 1812, la population était de 1 milliard de personnes, 100 années après, elle était de 1,5 milliard et en 2012, nous étions 7 milliards d'humains sur Terre. Il faut arrêter de seulement penser à nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas seuls sur la Terre. Pensez à votre famille, vos enfants, vos amis, les animaux, la population future. Il faut arrêter d'être égoïste et davantage altruiste. Le fait de ne pas changer vos habitudes alimentaires et écologiques au courant de votre vie devance l'extinction bien avant son temps. On va littéralement se tuer à force d'avoir une dépendance à l'argent, aux produits alimentaires, ainsi que de ne pas prendre notre empreinte écologique au sérieux. Toute action engendre une réaction. Toute mauvaise action entraîne le karma. Est-ce que nous voulons laisser la Terre dans de désastreuses conditions pour les gens que nous aimions seulement parce que nous sommes accros à certains aliments et un peu trop selfish? Le tiers de l'eau mondiale est prise pour l'agriculture animale, si vous préférez, 33%. Un peu moins que la moitié des terres sur la planète est soit occupée pour l'élevage d'animaux, l'agriculture de céréales destinées aux animaux ou encore aux abattoirs de ceux-ci. Un omnivore prend 18 fois plus de terrain qu'un végétalien pour pouvoir se nourrir et un végétarien prend 3 fois plus de terrain que le végétalien. Avec 6070,28 mètres carrés, nous pouvons cultiver 37 000 livres de légumes, tandis qu'avec la même superficie de terrain, nous pouvons produire 375 livres de viande. 9 fois sur 10, la destruction de la forêt et la déforestation de plusieurs arbres est causée pour faire de l'agriculture animale. On estime que presque l'équivalent de 1 terrain de football chaque seconde est coupé d'arbres, ce qui amène beaucoup de pertes et d'autres meurtres d'animaux à qui l'on détruit leur maison et leur habitat naturel. La culture de l'huile de palme fait beaucoup de ravages annuellement. On parle ici de 5,23 fois moins de déforestation que la culture animale occasionne. Entre parenthèses, 136 millions d'acres de déforestation en 2013. Nos voisins américains ont déjà dédié à l'agriculture animale presque la moitié de leur pays entier. Par jour, si nous consommons tous nos repas avec des produits végétaliens, nous pouvons sauver l'équivalent de 4200 litres d'eau, 45 livres de grains et céréales dédiés à l'industrie animale, 30 pieds carrés de forêt que l'on sauve de déforestation, 20 livres de CO2 et la vie de 1 à 3 animaux, et ce seulement si nous ne mangions aucun animal. Prenez ces données et multipliez par 365, ce qui donne par exemple 1 533 000 litres d'eau par année d'économie ou encore de 365 à 1095 animaux épargnés par chaque végétalien. En respirant la pollution, ça prend plus de temps avant de subir les conséquences qu'elle peut engendrer que si l'on ingère celle-ci via l'animal.
non seulement vous avez les répercussions de la pollution dans votre quotidien juste à marcher dehors, mais les ravages sont beaucoup plus rapides lorsque vous consommez l'animal qui a vécu et s'est nourri dans le contexte pollué. Juste à regarder les poissons, les océans sont tellement pollués de toutes sortes de choses que les poissons en est contaminé, en parenthèse, parfois physiquement, mais aussi d'un point de vue physiologique. Fin du chapitre. Prochain chapitre, éthique. 98% des animaux qui sont abusés et tués le sont à cause de l'industrie animale. Battre un chien à mort est si médiatisé, on va en procès et par la suite en prison, où l'on peut s'en sortir avec une amende à payer. Un policier arrêtera sûrement un homme qui fera du mal aux cochons qui seraient libres, mais dans les abattoirs, cela passe incognito. La différence entre les choses qui sont légales et les choses qui sont morales ne fait aucune cohérence. Moralement, c'est inacceptable de faire du mal à un être vivant du règne animal, et par contre, si l'on met la même situation dans un autre contexte, cela devient légal. J'aimerais que quelqu'un m'explique pour quelle raison abuser, maltraiter, tuer, torturer, exploiter les vaches, les poules, les abeilles, les chèvres, les porcs, les chevaux, les poissons, les pieuvres, les orignaux, etc. serait justifiable et respectueux. Pourquoi ce comportement largement pire en soi n'applique pas les mêmes règles que l'on réserve pour les abuseurs d'animaux de compagnie qu'on a l'habitude d'avoir? Il ne faut pas traiter les animaux et les humains de différentes façons seulement parce qu'ils sont différents de la norme, moins beaux ou encore moins utiles que d'autres à nos yeux. Cette différence n'est pas une raison valable pour traiter certains animaux mieux que d'autres, exactement au même titre que les différences au niveau de l'humain. Il faut aussi se rappeler que la viande ne vient pas du marché, mais bel et bien d'un animal mort, d'un terrien vivant, et que les produits laitiers, œufs et miel sont volés aux animaux. Réfléchir sur la provenance de chaque produit que nous achetions est indispensable pour faire de ce monde un monde plus axé sur la paix que sur la souffrance. Une autre chose que je ne comprends pas est le fait d'aller à la chasse ou à la pêche, de braquer nos armes dans l'idée de massacrer un animal encore vivant et joyeux de vivre en marge de notre société, et ensuite de peser sur la détente ou encore de tirer sur la canne à pêche pour finalement mettre fin à ces jours et prendre une photo en montrant nos canines herbivores, car nous sommes contents d'avoir bien fait les choses comme ils se doivent d'être faits selon notre société. En quoi est-ce que appuyer sur une gâchette de fusil nous rend-il supérieurs à une autre race? Nous rend-il davantage mâles? Si vous voulez vivre comme un vrai carnivore, Gary Rourovsky vous lance un défi. Entre guillemets, sortez dehors, trouvez un écureuil et quand vous en avez vu un, engagez vos pieds de carnivore que tout le monde en a. Ensuite, chassez cet écureuil, sautez-lui dessus et attrapez-le dans votre bouche. Pas d'outils, pas de cage, pas d'armes, personne n'a le droit d'être un faux carnivore dans ce défi et d'être un tricheur. Quand vous auriez fini de tuer l'écureuil dans votre bouche, ne vous gênez pas, mangez l'écureuil. Yeux, figure, doigts, pieds, anus, queue, organes, sang, fourrure et n'oubliez surtout pas le cerveau. Vous ne pouvez pas choisir et sélectionner quelle partie que vous voulez manger de l'animal et vous ne pouvez pas le faire cuire non plus. Si les gens veulent être de vrais mangeurs de viande, j'aimerais bien les vouloir manger la chair crue, près de l'os jusqu'à l'os lui-même et ne laisser que les os au final, jour après jour après jour. Après ce défi, si vous avez encore de l'appétit, vous pouvez en faire un autre. Choisir un animal de votre choix et le mettre vivant dans un blender, sans enlever rien. De le laisser là quelques secondes en marche afin de bien l'anéantir pour ensuite le boire sous forme de breuvage. Un vrai carnivore le ferait car il ne ferait pas de triage sur les morceaux qu'il décide de manger et de laisser de côté. De plus, en bonus, il se sauverait l'étape de mastiquer. Ça vous donne l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Si ce n'est pas assez bon pour votre imagination, alors pourquoi persister à se mentir continuellement sur le sujet que l'homme est conçu pour manger les animaux?
Certains produits sont en constant déclin comme au Canada. La consommation de porc a été réduite de 31% durant les dernières années, ou encore le lait de vache a été remplacé par près de 1 personne sur 5 par du lait végétal dans la même décennie. Malgré cette statistique, au Canada, 632 millions d'animaux sont tués chaque année et au niveau mondial, on parle de 50 milliards en 2005. La statistique a sans aucun doute augmenté au fil des années car le nombre de bouches à nourrir a augmenté aussi sur Terre. Mais pourquoi, lorsque nous faisons notre choix à l'épicerie, nous avons sans cesse l'optique de l'égoïsme? Comme si notre propre bien passerait toujours avant celui des autres dans notre secteur d'activité qu'est la nourriture. Pourtant, lorsque nous devenons parents, nous nourrissons notre enfant avant nous-mêmes et nous faisons en sorte que ceux-ci soient heureux avant notre propre bonheur, et ce sous plusieurs facettes. Alors pourquoi le comportement change hebdomadairement quand nous achetions un produit quelconque au magasin seulement pour nous rendre davantage heureux pour quelques minutes, alors que les répercussions sont tellement plus grandes qu'elles le paraissent? L'espèce humaine devrait être plus altruiste au niveau de ce chapitre. La philanthropie devrait sortir de sa cachette lorsqu'il est question de s'alimenter, et cela tout au long de notre vie. Ce sentiment est parfois plus intense lorsqu'on est jeune. On veut toujours être en aide, on développe une chimie incomparable par rapport aux animaux et à nous. D'ailleurs, de plus en plus de jeunes enfants veulent manger sans viande et sans produits animaux. Un jeune enfant de 8 ans peut devenir activiste et défendre les droits des animaux à des conférences, des événements et même à son école primaire. Et c'est du déjà vu, plusieurs mineurs ont une conscience qu'ils dépassent largement la majorité des adultes, comme par exemple Genesis Butler, qui a même fait partie d'une conférence sur la plateforme TED. Si nous voulons évoluer dans l'humanité, nous devons faire preuve de bonté dans les nombreuses facettes de notre vie. Aucun être vivant ne mérite d'être un esclave ou la propriété de quelqu'un, et je crois que tout humain qui est en accord que faire du mal à un animal pour aucune raison nécessaire est mal, se doit automatiquement d'être végétalien par logique de la chose. Les animaux sont traités tellement cruellement que vous ne souhaiterez pas le même sort qu'ils ont à votre pire ennemi. C'est pire que votre pire cauchemar que vous avez fait. Pédophiles, agresseurs sexuels, meurtriers ne sont pas traités aussi mal que des animaux purement inoffensifs. Je n'invente rien, c'est un fait, allez voir par vous-même. Plusieurs caméras cachées et documentaires en montrent la preuve. On ne parle pas de quelques centaines d'animaux, mais bien de 1,5 trillion d'animaux sont tués pour de la nourriture annuellement. Si l'on se base sur un humain de 21e siècle classique et que l'on constate que la naissance à la mort, chaque mangeur de viande consomme près de 3000 animaux terrestres et des milliers d'autres animaux maritimes selon USDA Stats, cela fait énormément de sens. Petite anecdote plus ou moins hors de sujet que j'ai envie de partager avec vous afin de vous faire réaliser le pouvoir que nous avons sur nos actes ainsi que le côté éthique et moral de chaque être humain possible à l'intérieur de soi. Une expérience a été faite en Serbie par Marina Abramovic qui laisse à sa disposition plusieurs objets, entre parenthèses 72 pour être exact, et elle dit aux téléspectateurs, entre guillemets, « Je suis un objet, je prends la responsabilité de tout ce qui se passerait dans ce laps de temps. » Fermeture des guillemets. Lors de l'expérience, il y avait 2 catégories d'objets. La première étant objets de plaisir comme plumes, des fleurs, des raisins, du parfum, du vin, du pain, en d'autres mots, des objets inoffensifs. L'autre catégorie était des objets destructeurs comme par exemple un couteau, des ciseaux, une barre de fer, de lames de rasoir, un pistolet avec des cartouches et autres. L'expérience commença. Peu de choses se passa durant les premières heures, mis à part on l'embrassa, lui positionner ses mains vers le haut, lui offrir des fleurs ou encore la bousculer légèrement.
3 heures passèrent et l'autre catégorie fut son entrée en scène. On lui déchira ses vêtements à l'aide de la lame de rasoir. Ensuite, un homme la coupa au niveau du cou. Étant une proie facile, elle fut violée et agressée sexuellement. On lui a ensuite enfoncé des épines roses dans le ventre et pointé un pistolet sur la tête. Il y avait tout de même 2 groupes très distinctifs durant l'expérience. Un groupe d'agresseurs et un groupe protecteur. Lorsque le pistolet fut pointé sur elle, la bagarre avait éclaté pour se propager. Si vous ne doutez pas de pourquoi je vous conte cela, c'est bien simple. Lors de l'expérience, on peut en prendre davantage sur le comportement humain. En commençant, on peut rapidement s'apercevoir que c'est facile de déshumaniser quelqu'un qui ne se défend pas et du même coup le traiter comme objet. Si l'on pousse le comportement encore plus loin, en quoi est-ce différent des êtres humains qui abusent à maintes reprises sur les animaux pour la simple raison qu'ils ne se défendent pas? C'est une question intéressante qu'on doit étudier profondément afin de mieux comprendre nos actions que nous commettons. On doit les défendre, nous devons parler pour eux. Les animaux crient comme des enfants car c'est la seule façon de communiquer qu'ils ont avec nous. On les traite comme objets car ils ne sont sans aucune défense dans le seul but d'en profiter pour notre divertissement, nous remplir le ventre, bien sûr pour l'argent que cela nous apporte, ou encore comme une source facilement atteignable de sérotonine, dopamine, bref, curieusement similaire à ce qu'on peut retirer de l'expérience avec l'humain parlé un peu plus haut. Lorsque ces choses-là sont combinées entre elles, le comportement humain oublie souvent toute rationalité, morale, éthique et valeurs qu'on lui a inculquées. Peut-être qu'on le sait que c'est mal, peut-être qu'on préfère se fermer les yeux sur le sujet, mais reste que l'acte est, la plupart du temps, commis en étant conscient ou pas. C'est à se poser des questions parce que ce comportement humain est loin d'être normal. Un des nombreux principes de base est de ne pas faire ce que nous n'aimerions pas se faire faire. D'ailleurs, nous enseignons cette règle d'or à tous nos enfants lorsqu'ils commencent à voir d'autres gens dans leur quotidien, comme par exemple à la garderie. Le fait de ne pas appliquer cette règle lorsque nous prenons notre temps de choisir soigneusement les ingrédients pour créer une nouvelle recette encourage involontairement et indirectement à causer du mal. Cette règle est bien présente dans la religion sans embarquer dans le détail. Je ne crois qu'aucune religion n'oblige personne à consommer de produits animaliers. Parfois, on peut être incité à le faire à travers diverses occasions, comme à Noël par exemple avec la dinde. Par contre, tout être humain christianisme a le droit de choisir s'il en veut consommer ou non lors de ses fêtes. Personne ne nous oblige. De l'autre côté de la médaille, certaines d'entre elles interdisent de mettre plusieurs types de cadavres animaliers dans notre estomac. Cette théorie amène notre philosophie à se poser des questions. Les animaux seraient-ils nos esclaves? Comment vous sentiriez-vous si, lors de votre naissance, la date de votre mort serait déjà planifiée sans votre consentement? Les abattoirs où les prisonniers sont transportés dans le seul but d'être abusés psychologiquement, physiquement, torturés, démembrés et finir tués par-dessus tout serait-il un début d'holocauste? En parenthèse, massacre, grande destruction de personnes, de choses inspirées par une idéologie. Un génocide autant violent, voire même plus que le régime nazi. Le féminisme, le racisme, l'homophobie et notre exploitation d'une autre race dans le but de nous considérer supérieurs n'est-il pas similaire? Pourquoi notre idéologie de blesser les animaux était différente lorsque nous étions enfants et qu'avec le temps, cette façon de raisonner a un changement des plus radical? Encore une fois, lorsque nous étions en bas âge, nous ne soucions aucunement de l'apparence de la couleur de la peau ou encore du sexe de la personne avec qui l'on partageait le carré de sable. Plusieurs comportements humains qui sont néfastes sous une panoplie de raisons sont appris avec le temps par l'entremise des gens que nous côtoyons ou par la société qui nous dicte ce qui est mal et ce qui est bien. Pensez au fait
de 4 personnes avec qui vous passez le plus de temps durant votre vie. Ces gens sont, la plupart du temps, ceux avec qui l'on s'identifie le plus et ceux aussi à qui l'on imite leur action dans la vie de tous les jours. Parfois, les gens qui se disent omnivores, entre guillemets, font se choquer ou se sauver en changeant de sujet lorsque les véganes les conscientisent parce que leur conscience les rattrape et ils se sentent mal avec leur choix qu'ils font quotidiennement de manger des produits animaliers à 3 reprises par jour. Un peu comme les alcooliques ou les drogués et même les enfants avec le sucre. Très conscients que les produits dont ils ont une dépendance forte depuis plusieurs années leur rend la vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être et que ce genre de produits, en les consommant de façon régulière, sont nuisibles pour eux sous bien des facteurs différents, ils persistent quand même à ne pas vouloir réduire ou carrément enlever toutes les substances qu'il contient l'ingrédient dont ils sont accros de leur vie par simple manque de volonté. L'espèce humaine est sans aucun doute un des êtres vivants les plus intelligents sur la planète. En sachant que certaines choses peuvent réduire ou augmenter leur espérance de vie de plusieurs années, voire même quelques décennies parfois, l'homme ne veut parfois pas faire les démarches si simples pour vivre plus longtemps. Le Larousse dit la définition de l'intelligence comme étant une qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. L'homme est-il alors réellement intelligent? Expliquez-moi alors pourquoi l'on veut persister à s'enfoncer lorsque l'amélioration et le confort n'est pas si loin l'un de l'autre. À vrai dire, on a fait un grand pas de ce côté à travers les années, mais il nous reste sans aucun doute une énorme marche à franchir avant de se rapprocher de la perfection. Certes, personne n'est parfait et personne ne peut le devenir, car la perfection est très subjectif et inatteignable, mais du moins, l'humain peut se retrousser les manches de son chandail afin de devenir une meilleure personne à travers son séjour sur Terre. J'imagine qu'avec le temps, l'homme va s'ouvrir les yeux sur bien des choses pour les prochaines générations à venir. Enfin, je l'espère, sinon nous savons ce qui va arriver. La race humaine va s'auto-anéantir. Fin du chapitre. Là, on va s'arrêter là, c'est déjà pas loin de 30 minutes, si c'est pas 30 minutes. Prochain chapitre, on va parler de biologie, donc par rapport aux animaux, puis à la pharmaceutique et d'autres sous-aspects très intéressants. Puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si oui, un petit pouce pour me le faire savoir comme l'habitude. Vous pouvez me laisser un commentaire. Partagez la vidéo avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas commencé encore mon livre, la lecture en fait. Puis pourquoi j'ai créé cette série-là, en fait, c'était pour ces gens-là. Ça me déçoit beaucoup. Donc c'est important de le partager à un maximum de personnes. Je pense que ça peut faire une différence. Puis on va tous grandir à travers ça. Puis quoi d'autre? Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines parties. Et comme à l'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace!